Bonjour mes chers amis, nous revenons à notre lecture du livre des esprits. Nous continuons dans la troisième partie de l'introduction. Alors, c'est comme ça, la doctrine spirit, comme toute chose nouvelle, a ses adeptes et ses contradicteurs. Nous allons essayer de répondre à quelques-unes des objections de ces derniers, en examinant la valeur des motifs sur lesquels ils s'appuient, sans avoir toutefois la prétention de convaincre tout le monde, car il est des gens qui croient que la lumière a été faite pour eux seuls. Nous nous adressons aux personnes de bonne foi, sans idées préconçues ou arrêtées, quand même, mais sincèrement désireuses de s'instruire. Et nous leur démontrerons que la plupart des objections que l'on oppose à la doctrine proviennent d'une observation incomplète des faits et d'un jugement porté avec trop de légèreté et de précipitation. Rappelons d'abord un peu de mots la série progressive des phénomènes qui ont donné naissance à cette doctrine. Le premier fait observé a été celui d'objets divers mis en mouvement. On l'a désigné vulgairement sous le nom de table tournante ou danse de table. Ces phénomènes, qui paraissent avoir été observés d'abord en Amérique, ou plutôt qui s'est renouvelé dans cette contrée, car l'histoire prouve qu'il remonte à la plus haute antiquité, s'est produit accompagné de circonstances étranges, telles de bruits insolites, coupe frappée sans cause ostensible connue. De là, il est rapidement propagé en Europe, dans les autres parties du monde. Il a d'abord soulevé beaucoup d'incrédulité, mais la multiplicité des expériences n'a bientôt plus permis de douter de la réalité. Si ces phénomènes ont été bornés au mouvement des objets matériels, ils pourraient s'expliquer par une cause purement physique. Nous sommes loin de connaître tous les agents occultes de la nature, ni toutes les propriétés de ceux que nous connaissons. L'électricité, d'ailleurs, multiplie chaque jour à l'infini les ressources qu'elle procure à l'homme. Il semble devoir éclairer la science d'une lumière nouvelle. Il n'y avait donc rien d'impossible à ce que l'électricité, modifiée par certaines circonstances, ou tout autre agent inconnu, fût la cause de ce mouvement. La réunion de plusieurs personnes argumentant la puissance d'action semblait appuyer cette théorie, car on pouvait considérer cet ensemble comme une pile multiple dont la puissance est en raison du nombre des éléments. Les mouvements circulaires n'avaient rien d'extraordinaire. Il est dans la nature. Tous les astres se mouvent circulairement. Nous pourrions donc avoir un petit reflet du mouvement général de l'univers. Ou pour mieux dire, une cause jusqu'alors inconnue pouvait produire accidentellement pour les petits objets et dans des circonstances données un courant analogue à celui qui entraîne les mondes. Mais les mouvements n'étaient pas toujours circulaires. Il était souvent saccadé, désordonné. L'objet violemment secoué et renversé, emporté dans une direction quelconque, et, contrairement à toutes les lois de la statique, soulevé de terre et maintenu dans l'espace. Rien encore dans ces faits qui ne puisse s'expliquer par la puissance d'un agent physique invisible. Les voyons-nous par l'électricité renverser les édifices, déraciner les arbres,
rincer au loin les corps les plus lourds et attirer ou les repousser. Les bruits insolites, les coups frappés, en supposant qu'ils ne fussent pas des effets ordinaires de la dilatation du bois ou de toute autre cause accidentelle, pouvaient encore très bien être produits par l'accumulation du fluide occulte. L'électricité ne produit-elle pas les bruits les plus violents? Jusque-là, comme on le voit, tout peut rentrer dans les domaines des faits purement physiques et physiologiques. Sans sortir de ce cercle d'idées, il y avait là la matière d'études sérieuses et digne de fixer l'attention de savants. Pourquoi n'a-t-il pas été ainsi? Il est pénible de le dire, mais cela tient à des causes qui prouvent entre mille faits semblables à l'égard de l'esprit humain. D'abord, la vulgarité de l'objet principal qui a servi de base aux premières expérimentations, il n'est peut-être pas étranger. Quelle influence un mot n'a-t-il pas souvent sur les choses les plus graves? Sans considérer que les mouvements pouvaient être imprimés à un objet quelconque, l'idée des tables a prévalu sans doute parce que c'était l'objet le plus commode et qu'on s'assied plus naturellement autour d'une table qu'autour de tout autre meuble. Or, les hommes supérieurs sont quelquefois si puérils qu'il n'y aurait rien d'impossible à ce que certains esprits d'élite aient cru au-dessous d'eux de s'occuper de ce que l'on était convenu d'appeler la danse des tables. Il est même probable que si le phénomène observé par Galvani l'était par des hommes vulgaires et fut resté caractérisé par un nom burlesque, il serait encore relégué à côté de la baguette divinatoire. Quel est en fait le savant qui n'aurait pas cru déroger en s'occupant de la danse des grenouilles? Quelques-uns, cependant, assez modestes pour convenir que la nature pourrait bien avoir pas dit son dernier mot pour eux, ont voulu voir pour l'acquis de leur conscience, mais il est arrivé que le phénomène n'a pas toujours répondu à leur attente, et ce qu'il ne s'était pas constamment produit à leur volonté et selon leur mode d'expérimentation, ils ont conclu à la négative. Malgré leur arrêt, les tables, puisque table il y a, continuent à tourner, et nous pouvons dire avec Galilée, et pourtant elles se mouvent. Nous dirons plus. C'est que les faits se sont tellement multipliés qu'ils ont aujourd'hui le droit de citer et qu'il ne s'agit plus que d'en trouver une explication rationnelle. Peut-on induire quelque chose contre la réalité du phénomène, de ce qu'il ne se produit pas d'une manière toujours identique selon la volonté et les exigences de l'observateur? Est-ce que les phénomènes d'électricité et de chimie ne sont pas subordonnés à certaines conditions et doit-on les nier parce qu'ils ne se produisent pas en dehors de ces conditions? Y a-t-il donc rien d'étonnant que le phénomène du mouvement des objets par les fluides humains ait aussi ces conditions d'être et cesse de se produire lorsque l'observateur, se plaçant à son propre point de vue, prétend les faire marcher au gré de son caprice ou l'assujettir aux lois des phénomènes connus.
sans considérer que pour des faits nouveaux, il peut et doit y avoir des lois nouvelles, ou pour connaître ces lois, il faut étudier les circonstances dans lesquelles les faits se produisent. Cette étude ne peut être que le fruit d'une observation soutenue, attentive et souvent fort longue, mais objectant certaines personnes, il y a souvent supercherie évidente. Nous leur demanderons d'abord si elles sont bien certaines qu'il y ait supercherie, et si elles n'ont pas pris pour telles des effets dont elles ne pouvaient se rendre compte, et à peu près comme ces paysans qui prenaient un savant professeur de physique faisant des expériences pour un adroit escamoteur. En supposant même que cela ait pu avoir lieu quelquefois, serait-ce une raison pour nier les faits? Faut-il nier la physique parce qu'il a des prestidigitateurs qui se décorent du titre de physicien? Il faut d'ailleurs tenir compte du caractère des personnes et de l'intérêt qu'elles pourraient avoir à tromper. Ce serait donc une plaisanterie, ou peut bien s'amuser un instant, mais une plaisanterie indéfiniment prolongée serait aussi fastidieuse pour les mystificateurs que pour les mystifiés. Il y aurait au reste, dans une mystification qui se propage d'un bout du monde à l'autre et parmi les personnes les plus graves, les plus honorables et les plus éclairées, quelque chose du moins aussi extraordinaire que le phénomène lui-même. Alors, on arrête ici. J'espère que vous fait plaisir, ces lectures. Et un grand bisou. À la prochaine.